Donc, bonjour tout le monde pour cette deuxième conférence du salon. Donc, je suis bien contente de vous accueillir et c'est aussi une suite de la conférence d'hier, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir suivi la conférence d'hier. Voilà, et dans tous les cas, la conférence d'hier, vous pouvez aussi la reprendre sur YouTube. Donc, dans cette première partie de conférence, c'est vous dire ce qu'est la communication animale et puis ensuite pouvoir vous parler des messages des animaux et comment on reçoit ces messages des animaux et surtout comment nous, on fait passer des messages aux animaux. Parce qu'il y a une demande de propriétaires à ce niveau-là, sauf qu'on ne peut pas faire passer tout et n'importe quoi. Et surtout, quelle est derrière, comment je dirais, la motivation de l'animal à évoluer dans son comportement quand il reçoit un message, quel type de message on peut leur faire passer. Donc, bien sûr, je suis à votre disposition par rapport à, je dirais, à vos questions aussi, par rapport à tout ça. Alors, sur la première chose, la communication animale, c'est la famille de la voyance et la famille de la médiumnité. La voyance pour les animaux vivants, la médiumnité pour les animaux décédés. Donc, ça fonctionne juste avec une photo, il n'y a pas besoin de plus, le nom de l'animal, je n'ai pas besoin de son âge, voilà, et la photo la plus anonyme possible. Donc, sur un morceau de carrelage, voilà, votre sol de garage, c'est très bien, un morceau de terrasse, un bout de pelouse, voilà, quelque chose de très anonyme où je ne vois vraiment pas l'environnement. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein, voilà, pour pouvoir garder justement cet anonymat. Alors, les perceptions pendant la communication animale, de mon côté, c'est des perceptions qui vont être liées aux 5 sens. Donc, il y a déjà le visuel, donc ce que l'animal voit, son environnement, ce que l'animal entend, son environnement, sachant qu'ils ont des sens plus développés que le nôtre. Hein, et au niveau auditif aussi, la voix de l'animal, parce qu'il a une voix interne, comme nous, hein, voilà, qui est perçue pendant la communication animale et qui dit énormément sur son comportement. Si c'est un animal qui est un peu nerveux, un animal qui est un peu calme, endormi, un animal qui est un peu coléreux, vous voyez, donc on sent ça, hein, on sent tout ce tempérament et le faire passer au niveau de la famille, parce que moi je fais du live, donc je suis en direct avec l'animal par téléphone, donc quand on le fait par téléphone voilà, ou avec vous sur une photo, par exemple, lors des salons, c'est hyper important de vous faire passer ce tempérament de l'animal. Parce que là, du coup, vous le reconnaissez tout de suite. Hein, si l'animal il dit bah, je suis comme ça, voilà, ou si on a un animal, il est tout remonté, tout colérique, allez, ça permet à la famille, bonjour monsieur, ça permet, bonjour madame, ça permet à la famille de reconnaître son animal. Et ça fait quand même partie des premières choses dans la communication animale, c'est que vous puissiez reconnaître votre animal, autant dans le tempérament que dans les messages qu'il veut faire passer. Hein, donc, bien sûr aussi, on a le goût, on a l'odorat, on a le toucher, voilà. Et après, on a ce qu'on appelle le scan physique, donc il va dire où il a mal, ce qu'il aime aussi, ce qu'il n'aime pas, hein, donc physiquement. Et puis, bien sûr, on a la partie émotionnelle, donc qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et la partie mentale, ben, la façon de se comporter, la façon de s'approprier les choses. Hein. Donc, par exemple, il y a quelque chose que j'aime pas, je le ressens, ouf, ça au niveau du toucher, j'aime pas, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pris la décision que bah, je suis inapprochable, je vais me cacher, voilà, ou bien je feule et puis j'attaque. Comme ça, on ne touche pas. Hein, donc, c'est quand même des positions caractères différentes qui nous permettent de reconnaître l'animal. Hein, voilà. Et puis, par exemple, s'il a peur, bah, il ne veut pas sortir, hein, par exemple, ou bien au contraire, il s'énerve, ou bien au contraire, il a résolu le problème en attaquant en premier. Hein, voilà. Donc, des questions déjà dans cette première partie? Non? Des choses qui vous surprennent ou pas? N'hésitez pas. Hein? Voilà. Et donc, sur les messages, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes au niveau des propriétaires, qui est de se dire, est-ce qu'on peut faire passer un message à l'animal? Et bien entendu, moi j'ai 50% des demandes qui sont liées à des vétérinaires, ostéopathes, des professionnels de soins, et 50% des demandes qui sont liées à des familles, comment on peut aimer mieux son animal, et souvent les demandes m'arrivent beaucoup par le bouche à oreille. Hein, voilà. Donc évidemment qu'à un moment donné, la famille a envie de faire passer un message. Donc on a plusieurs types de messages. Il y a les messages comme quoi on l'aime et que on veut lui dire, donc avec un grand cœur, voilà.
Donc, bien sûr que ces messages-là, on peut les faire passer. Moi, le message que je dis toujours à la famille, c'est que aimer, c'est quelque chose qui se montre. Voilà, c'est quelque chose qui se prouve. C'est tout un système de preuves. Donc, c'est pas on veut dire à l'animal qu'on l'aime, c'est dans le quotidien, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir montrer à l'animal qu'on l'aime. Ça veut dire notre capacité à prendre du vrai temps avec l'animal et à l'accepter comme il est. Et l'animal, il est sensible à ça, mais comme tout être vivant. Hein, un humain, il n'a pas besoin qu'on lui dise 50 fois par jour je t'aime et puis que derrière on lui fasse des cresses. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime voilà. Donc l'humain, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a peut-être aussi besoin qu'on lui dise je t'aime, ça j'entends bien, mais il n'a pas besoin d'un radotage de je t'aime si les preuves d'attention ne sont pas là. Bon, l'animal, c'est la même chose. Il n'a pas besoin qu'on lui radote des je t'aime. Il a besoin des preuves. Est-ce qu'on est là pour lui? Est-ce qu'on prend l'attention pour lui? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Vous voyez, par exemple, j'ai eu un petit chien dernièrement où la propriétaire voilà, était tout en amour et dit tout son amour de l'animal. Et le chien ne le reçoit absolument pas comme ça parce qu'il y a un nouveau canapé et on ne veut pas qu'il aille sur le canapé. Donc, la sensation, c'est je ne me sens pas aimée, je me sens plutôt exclue. On ne veut plus de moi, quoi. Là, on ne veut plus de moi. La preuve que j'ai, la preuve matérielle que j'ai, ce n'est pas une preuve d'amour. Vous voyez? Donc, du coup, c'est sur ce type de situation, c'est dire, on entend que vous dites que vous l'aimez, mais en attendant, là, le petit chien, il n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On comprend qu'il y a un problème avec le canapé, ça, on comprend bien. Mais est-ce qu'on peut lui ramener son pouf tout près, qu'il ne se sente pas exclu, qu'on puisse quand même lui faire un gros câlin à côté? C'est un tout petit chien, hein, voilà. Ou est-ce qu'on peut mettre son tapis dessus, un polaire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'au moment où nous, on est assis et qu'on regarde la télé, on n'est pas le chien d'un côté, alors qu'il a été habitué à des énormes câlins. Et là, on a souffrance de l'animal parce que là, c'est waouh, au niveau preuve, c'est là, je veux pas de toi, tu passes après le canapé. Il faut connaître que comme message, il le vit pas trop bien. On voit que là, il n'y a pas grand-chose à faire pour rétablir et faire qu'effectivement, on n'abîme pas le nouveau canapé. Ça, j'entends tout à fait. Mais comment est-ce qu'on va être en capacité de négocier quelque chose? Vous voyez, on est beaucoup sur la négociation. On a un ressenti de l'animal. Je veux faire passer un message. OK, mais en attendant, il y a comme quelque chose qui dysfonctionne un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un chemin commun? Hein? Voilà. Hier, j'expliquais dans la première conférence qu'on avait, j'avais eu une communication animale avec un chat. Et ce chat, la première chose qu'il disait, c'est il faut me laisser la porte ouverte de la petite fille parce que je dois aller faire pipi dans la chambre. Donc, on se souvient que la famille avait fermé la porte. Voilà. Mais le chat, on sentait qu'il était plein d'amour dans son pipi. Donc là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit plein d'amour dans son pipi, hein? Et donc, le petit chat, il disait qu'en fait, on avait affaire à une petite fille qui était maltraitée à l'école, du harcèlement à l'école, et lui, il le sentait, et donc, il allait faire pipi quand il sentait que la petite fille, elle rentrait dans son cauchemar. Donc, du coup, la fillette, c'était vraiment un message d'amour, donc du coup, la fillette ne rentrait pas dans son cauchemar, la fillette était réveillée par le pipi du chat, résultat, elle appelait les parents pour se faire consoler du pipi du chat, et du coup, la fillette n'avait pas fait de cauchemar. Voilà. Et le chat attirait l'attention sur le fait qu'il avait fait un pipi d'amour. Hein, et dans la famille me disait oui, là on ferme la porte parce que c'est plus possible. Et la maman me disait écoutez, c'est vrai, la fillette est harcelée par les élèves à l'école. Donc nous évidemment on a fermé la porte, voilà. Et quand vous me dites ça, effectivement, hier, on a refermé la porte parce qu'on n'en pouvait plus. Et résultat, on n'a pas été réveillé par la petite fille qui disait pipi du chat, mais par un gros cauchemar. Et on est réveillé par des gros cauchemars. Donc, la maman me disait, c'est en cours de résolution. Et moi, je disais, là, il va falloir choisir. Donc là, aujourd'hui, je vous explique la suite de ça. Hein. Il va falloir choisir entre pipi et cauchemar. Parce que là, pour le chat, le problème n'est pas résolu. Donc, est-ce que vous avez pu dire à votre chat que
que vous essayez de résoudre le problème avec l'école. Voilà. Mais en attendant, qu'est-ce qu'elle dit, la petite fille? Qu'est-ce que le chat dit? Le chat dit, écoutez, c'est peut-être en cours de résolution comment je dirais, dans quelque chose de régalien ou de vue avec l'école. En tout cas, pour la petite fille qui continue ses cauchemars, c'est pas résolu du tout. Pas résolu du tout, cette affaire-là. Et le chat, lui, qu'est-ce qu'il pointe? Ok, là, vous êtes en train de me dire que c'est peut-être en cours de résolution. Non, non, c'est pas du tout en cours de résolution. Moi, d'une part, je ne l'ai pas compris, on ne me l'a pas dit. Et deuxièmement, quand je sens les problèmes de la petite fille, c'est pas résolu. Vous voyez? Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant. Donc, moi, comme j'ai dit à la maman, les problèmes de la petite fille, ça c'est pas mon domaine. Hein, voilà. Mais par contre, le fait que les cauchemars continuent, c'est pas si résolu que ça, cette affaire-là. Donc, comment la famille peut avoir plus d'écoute encore sur le cauchemar et se faire accompagner, voyez? Et comment, dans la communication animale, nous, on peut dire à l'animal, écoute, tu as raison, là, on va te faire passer le message que c'est en cours de résolution. Et bien sûr, moi, la communication animale, c'est un moment privilégié qui dure à peu près 40 minutes, 1 heure. Hein. Donc, c'est pendant ce temps-là où moi, je fais passer le message, mais où je dis beaucoup à la famille, écoutez, en dehors de la communication animale, là, il va falloir accompagner les différents stades. Donc, où est-ce que vous en êtes? Quels sont les principes de l'école? Est-ce que les élèves, il y a quelque chose? Est-ce qui s'est passé avec la famille? Est-ce qu'il y a une prise en charge de l'enfant à côté pour qu'il cauchemarde moins? Ça, nous, on va juste être sur un moment privilégié de la communication animale. Il faudra surtout continuer de parler à l'animal et de continuer la prise en charge avec l'enfant parce que nous, là, on est sur un moment privilégié. Voilà. Et sur ce moment privilégié, là, mon travail, il est de dire, écoute, c'est entendu. C'est en cours de résolution, mais visiblement pour l'enfant, le problème continue, parce que les cauchemars continuent. Hein? Donc, eh bien, on va te faire passer le message que c'est en cours de résolution, que tu peux arrêter de faire pipi, le problème est pris en charge, et du coup, comment aussi, il y a peut-être possibilité de faire autre chose. Ça veut dire, est-ce que là, quand je sens par exemple que l'enfant va s'endormir et tomber dans sa zone de cauchemar, est-ce que je ne dois pas le réveiller plutôt que d'affoler tout le monde avec le pipi? Est-ce que je ne peux pas bousculer un peu l'enfant, faire qu'il se retourne, qu'il sorte et essayer ça, et que du coup, on peut continuer de dormir avec l'enfant, on peut vraiment être boule d'amour, parce qu'on sent que c'est un énorme message d'amour, qu'on peut aller chercher la famille. Est-ce qu'il faut gratter à la porte, aller réveiller la maman? Bon, voilà. Et dès le lendemain, la dame m'a envoyé un message en disant, écoutez, le chat est venu me réveiller, voilà, mais on n'a pas eu de pipi. Du coup, moi, je me suis levée parce que je m'attendais à quelque chose, comme vous lui aviez dit, et je suis allée me coucher, j'ai pris l'enfant dans les bras et j'ai résolu le truc avant le cauchemar. Hein? Et je trouve que là, la communication animale, elle prend toute son ampleur et toute sa place. On a un chat qui a envie de dire « je ne veux pas que la petite fasse un cauchemar ». Enfin, je n'ai pas non plus envie. Comment on fait pour que je tombe pas je commence pas à dire je suis un chat sale et on a envie de se séparer du chat et on a envie de fermer la porte. Enfin, comment est-ce qu'on peut recréer un pont en disant toi chat tu sens quelque chose, ok, comment tu peux faire appeler la famille, et c'est pas forcément en faisant pipi et que la petite fait ça, mais que moi je peux aller chercher la famille. Vous voyez? Parce que ça, l'air de rien, il n'avait pas cette option-là. Il ne comprenait pas, il restait dans l'urgence près de la petite. Donc, voilà, comment est-ce que je peux faire autrement? Et je trouve que là, vous voyez, dans le message que nous, on fait passer à l'animal, ce n'est pas un message qui est un peu con basique. Arrête de faire pipi parce que la famille, elle n'aime pas quand tu fais pipi. Ça, honnêtement, ça, c'est un message qui arrange l'humain sur le premier degré. Tu n'as pas fait pipi sur la couette. Bon, mais ce n'est pas le message que le chat il porte. Ce qu'il y a de plus profond dans la communication animale, c'est comment tu ne fais pas pipi, mais comment tu portes quand même ce message qu'il y a quelqu'un qui a un besoin dans la famille et qu'on a besoin de la maman et du papa. Voilà. Et là, on fait
à mon sens, hein, notre boulot de communicant et notre boulot de porter le message de l'animal pour sa propreté et le message de cette petite fille. Vous voyez, je trouve ça c'est important. Et quand on parle de ce genre de message, pour moi, on n'en parle pas forcément suffisamment parce que c'est notre cœur de métier. Hein. Donc, bien sûr, je vais en parler dans les formations ateliers avec les vétérinaires, avec les ostéopathes, mais si vous voulez, comme je ne forme pas de particulier, automatiquement, ça, je n'en parle pas dans les formations. Hein. Mais je trouve que dans les conférences, là, on voit l'ampleur du travail et on voit aussi que le message que l'on porte, il n'est pas uniquement un ordre d'une famille qui veut que la chambre soit propre, parce que ça, moi, ces messages-là, ça ne m'intéresse pas. L'animal, il n'est pas à la disposition d'une famille qui veut une couette propre. Il faut reconnaître que c'est quand même un peu con de dire à un chat, arrête de te faire pipi. On sait déjà qu'ils ont des problèmes d'urine. Ce n'est pas le bon plan de leur dire, arrête de faire pipi. C'est normal de faire pipi. Voilà. Hein. Mais quand l'animal parle de cette manière-là, qui est complètement en amour, là, on est allé jusqu'au bout de notre travail d'accompagnement de l'animal et de la famille, avec la famille qui va continuer de se faire accompagner à côté. Vous comprenez? Et là, on a compris l'amour de ce chat qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Vous comprenez? Donc moi, quand une famille me demande de faire passer un message basique, honnêtement, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que je veux déjà trouver la cause, donc écouter l'animal sur la cause, rendre ce message entendable, et quand c'est un message d'amour universel, hein, la plupart du temps c'est ça, c'est un message d'amour universel. Donc, du coup, comment c'est pris en cause? Et on s'aperçoit que tout de suite, dès le lendemain, dès le soir, on a arrêt du comportement de l'animal, parce qu'il ne le faisait pas dans une intention de nuire, et comme c'est pris en compte, il n'a plus besoin de s'embêter à faire pipi. Là, hein, il peut aller faire pipi dans sa caisse et il peut alerter la famille. Vous comprenez, on a redonné du sens. Donc, dans les messages, moi, je fais toujours passer ce message que je ne veux pas faire un message l'humain, travaille mieux, sois sage, arrête de faire pipi là. Non, 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 non. Quelle est la raison? Et du coup, là, on recrée un lien d'amour dans une famille avec une prise en compte que là, pour le coup, on a quand même un chat qui dit un truc exceptionnel, quoi. Hein? Donc, ça montre leur ampleur d'amour. Est-ce que vous avez des demandes ou des questions par rapport à ça? J'ai eu un autre cas comme ça, en communication animale avec un chat. Et donc, en début de communication animale, le chat commence par faut faire quelque chose, hein, parce que moi, j'en peux plus. Je dis, bon, ok. Je dis, bah, écoute, on va quand même écouter ce que tu as à dire, parce que là, c'est pas très clair pour moi non plus. Voilà. Et en fait, le chat expliquait qu'il se jetait, mais littéralement, sur les jambes d'un vieux monsieur qui était en fauteuil roulant, qui avait, c'est pas la maladie d'Alzheimer, mais Parkinson. Et que là, il se jetait, il se sautait littéralement sur les jambes, et après, il y allait avec ses dents à travers le pantalon. Enfin, c'était vraiment une très, très grosse attaque. Très, très grosse attaque. Et donc, obligé de prendre le chat qui feulait, qui était fou, qui voulait revenir. Enfin, chaque fois que le chat voyait ce monsieur-là, c'était une véritable catastrophe. C'était le grand-père de la famille. Et le matou disait, mais j'en peux plus, quoi. Les griffes, les dents, allez, j'en peux plus, moi. C'est ça, plus le fait qu'on m'attrape, allez, il faut arrêter ça, quoi. J'ai un message à faire passer. Donc, la famille me dit, bah, c'est pour ça qu'on vous appelle, parce que c'est un matou adorable, mais là, on n'en peut plus, quoi. On va pas se séparer du grand-père. Si on doit faire quelque chose, c'est se séparer du chat, quoi. Vous voyez? Alors, donc, on en était là, quand même. Hein, avec une famille d'amour qui se disait, attendez, on va pas se séparer du grand-père, on va peut-être devoir se séparer du chat, mais enfin, on tente la communication animale en dernier ressort, parce qu'on n'a pas envie de se séparer du chat, enfin, à l'air de rien, on a envie de garder les deux, mais c'est ingérable, c'est ingérable. Bah oui,
Et en fait, le chat, il expliquait que le monsieur, il ne se plaignait pas des jambes. Il était en fauteuil roulant, il ne se plaignait pas des jambes. Visiblement, il n'y avait pas… donc, le monsieur était pris en charge avec des aides à domicile qui n'attiraient pas l'attention sur ce qui se passait au niveau des jambes. Et là, le chat, il disait, c'est des jambes lourdes, tout le sang dans les jambes, des risques d'abcès, tout le sang est descendu, vous savez, comme des crises d'urée. Tout le sang est descendu dans les jambes. Et le chat, il disait, mais il faut faire des trous, hein. Il faut que ça sorte. Hein. Faut faire des trous. Hein. Donc moi, je me trouvais avec ça. Donc je dis, mais vous êtes au courant, vous avez regardé les jambes du monsieur parce que là, le chat attire l'attention sur des odeurs. Hein, pas des odeurs de propreté, c'est pas ça, mais des odeurs d'urée, de sang qui stagne dans les jambes, quelque chose qui est en train de partir en abcès, en peau qui s'effrite, enfin, quelque chose quand même de grave, quoi, vraiment des risques santé. Voilà. Et donc, elle me dit, bah non, puis il est pris en charge par aide-soignante et tout. Je sais pas, puis le monsieur, là, ne se plaint pas. Elle me dit, bah non, avec la maladie qu'il a, il ne se plaint plus, quoi. Il est à un stade où il ne se plaint pas, quoi. Il est amorphe. Et c'est pour ça qu'on doit le dégager du chat, parce que même quand il se fait attaquer par le chat, il ne fait rien. Voilà. Je dis, bah oui, effectivement. Elle me dit, bah écoutez, moi, je vous invite, hein, médecin, phlébologue, allez, faut faire quelque chose, quoi. Faut faire quelque chose. Elle me dit, bah écoutez, on va faire. Donc, ils ont appelé le médecin, effectivement, phlébologue, voilà. Et effectivement, bah, il était plus que temps. Et le chat était en train de donner l'alerte, quoi. Après, bien sûr, il faut se poser la question pourquoi sur des soins comme ça en palliatif, hein, j'ai envie de dire, pour les soins au quotidien, bah, en fait, tout est normal, quoi. Ça veut dire que ça se dégrade, mais on sait que c'est la maladie qui fait ça, donc bon, c'est la maladie qui fait ça, quoi. Bon, ok, d'accord, sauf que le chat dit non, là, on est en dégradation, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et pareil, dès le lendemain, donc bien sûr, donc je dis au chat, donc vous allez appeler le médecin. Oui, 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 on appelle tout de suite le médecin, le phlébologue, et puis de toute façon, on va soulever, nous, les jambes de pantalon, quoi. On va soulever les jambes de pantalon, on va regarder les chaussettes, on va se faire une idée de ce qui se passe. Et donc, elle m'a envoyé un message en disant, il y a une jambe qui est toute noire, quoi, qui est en train de se gangréner, quoi. Vous voyez ? La famille laissait faire, en fait, mais sans le savoir, il n'y avait pas d'intention de maltraitance. Et pour le personnel qui passait, il n'y avait pas de maltraitance. C'est la maladie qui fait ça. Donc, il nettoyait, il prenait en charge, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Vous voyez ? Et là, on avait une grosse dégradation. Donc, là, tout de suite, prise en charge médecin, phlébologue, enfin voilà, hospitalisation, hein, voilà, parce qu'on avait quand même un risque de gangrène, enfin, quand même un gros truc. Donc, la dame m'a envoyé un message et le chat a arrêté tout de suite parce qu'il savait que c'était pris en charge par les humains. Donc, il n'avait plus à le faire. Et on avait quand même un chat qui disait, mais j'en peux plus, moi. Les jambes de pantalon, mes griffes, les dents, il faut arrêter, quoi. J'en peux plus. Trouver une solution, faites quelque chose. Donc, il y a beaucoup de comportements des animaux. Il ne faut pas généraliser, hein, mais il y a quand même beaucoup de comportements d'animaux où ce sont des alertes. Des alertes. Donc, vous voyez, le message premier que l'humain voudrait faire passer, c'est « Écoute, Loulou, si tu n'arrêtes pas de griffer, on te donne. On ne va pas avoir le chat. Hein, on ne va pas se séparer du grand-père, donc ça va être toi. Hein, voilà. » Donc, c'est le message à faire passer. Et nous, le travail, c'est décortiquer ça. Et on se rend compte que le chat ne doit pas partir du tout, quoi. Parce qu'il est porteur d'amour. Vous voyez ? Donc, ça permet aussi de se dire, est-ce qu'on, avec l'éthologie du chat, qui fait avec ses moyens, vous voyez, les griffes, morsures, pipi, voilà, il fait avec ses moyens, hein, ses moyens d'alerte pour vraiment dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, rentrer dans un dysfonctionnement pour que l'humain comprenne quelque chose, hein, ils se mettent en danger, les loulous, hein, ils se mettent vraiment en danger. Et nous, quand on voit un gros changement de comportement, comment est-ce qu'on peut essayer de se dire « Oh là là, mais il y a un truc, parce que ce n'est pas lui, ça.
qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Là, effectivement, la communication animale, parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre, hein, j'entends tout à fait, il n'y a pas de mauvaise volonté ou de mauvaise foi de la famille, pas du tout, parce qu'en plus, ils sont tellement au bout à ne pas vouloir abandonner leur animal qu'ils demandent une communication animale. Donc, ce sont des familles qui cherchent. Hein, donc, c'est tout amour de la part de la famille qui cherche. Voilà. Hein, et là, comment on peut prendre conscience qu'avec leurs moyens, ils essayent de nous faire passer un message. Et que nous, si on le prend au premier truc, de dire arrête de faire ça, d'une part, ça ne marchera pas parce qu'on est passé à côté de notre cœur de métier. Je vous écoute pour vos questions et vos besoins. Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Les animaux les plus sensibles, c'est les chats? Ah non, il n'y a pas. Non, j'ai des chiens. Non, il n'y a pas d'animaux plus sensibles. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils ont des capacités, si vous voulez, sensorielles, hein, qui sont extrêmement fortes sur l'odorat, la vision, l'ouïe. En fait, l'humain est handicapé par rapport à ces 5 sens. Donc, du coup, les animaux, là, ils m'envoyaient des odeurs. J'avais des odeurs durées, des odeurs de peau qui pourrissaient. Enfin, voilà, donc ils m'envoyaient quand même des odeurs très fortes. Voilà, donc eux le sentent. Pour l'humain, on sent toujours rien ou on s'en contente, j'ai envie de dire. Voilà, l'animal, il dit attention, là, il y a un truc, quoi. Là, il y a un truc. Hein, voilà. Et puis après, en visuel aussi, les moindres dysfonctionnements, ils vont l'avoir. Ils ont aussi des compétences voilà, à lire aussi dans les différents corps et à voir certaines couleurs, à voir certaines choses. Voilà. Moi, j'ai des chiens qui m'ont déjà dit, je vois ça. Bon, moi, de ce que je voyais, je dis, oh là, ça c'est un cancer. Ce n'est pas à moi de le dire, hein, mais où j'envoie les personnes vers leur médecin et en urgence. Parce qu'il se passe quelque chose. Voilà, mais ce n'est pas à moi de dire ce qui se passe, mais de leur dire, écoutez, là, j'ai mal à la tête, oui, docteur. Vous voyez, voilà. Hein, parce qu'eux le savent déjà. Voilà. Après, ils sont aussi visuellement très, très attentifs à la façon dont les gens, par exemple, marchent. Hein, ou la façon dont les personnes posent les pieds, les jambes, voilà. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, ils disent ah bah oui, mais là, mon humain en ce moment, il n'est pas droit. Hein, donc, je le regarde tout comme ça parce que voilà, j'ai par exemple des chiens qui disent avec telle personne, je suis d'accord pour promener, mais avec telle autre personne, oh là là, cette personne-là, elle n'est pas droite. Résultat, dans la laisse, je sens boum, 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 parce que la personne, elle boite. Mais c'est surtout, il y a quand même des moments, j'ai peur qu'elle me tombe dessus. Hein. Donc, moi, je ne vais plus en promenade avec cette personne-là. Hein. J'y vais plus. Hein. Là, je ne sors plus. Non, je vais dans le jardin, mais là, non, je ne sors plus. Et la famille me confirme, oui, avec cette personne, il ne veut pas partir en promenade. Pourquoi? Bah, écoutez, il y a une boiterie de la personne, et en plus, il a peur qu'elle lui tombe dessus. Quoi. Mais nous aussi, vous savez. Je dis, bah oui, mais enfin, donc, qu'est-ce que vous faites, quoi? Parce que là, vous avez quand même quelqu'un qui part encore en promenade avec un chien qui dit qu'il a peur, et vous me dites que vous pensez que la personne, elle risque aussi de tomber pendant la promenade. Quoi. Vous voyez, donc, là, on a des types de communication animale qui font prendre conscience aussi. Souvent, la communication animale, elle ne fait que dire ou révéler ce qu'une famille sait déjà, mais dit avec un point de vue animal, et que du coup, on se dit, ah bah ouais, là, c'est pas fini, ou là, on le sait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ou qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce qu'on est allé au bout de notre démarche de soins ou de notre démarche d'accompagnement émotionnel? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout? Souvent, la communication animale, elle ne va rien révéler du tout. Elle va ne faire que pointer quelque chose qu'on sait déjà et où l'animal doit aller plus loin dans sa compréhension et sa prise en charge. Des questions, des demandes? Allez-y. On n'a pas d'animal. Oui.
curiosité de Oui, ce que vous expliquez. oui, oui, oui. Mais c'est vraiment d'une richesse, allez, c'est d'une beauté, d'une richesse. Il ne faut pas trop enjoliver le monde animal. C'est pas, comment je dirais, plus paradisiaque ou enjolivé par rapport à la condition humaine. Hein. Tout n'est pas rose chez eux non plus. Ils ont aussi leurs propres problèmes, hein, leurs propres difficultés. Hein. Il ne faut pas enjoliver à l'extrême le monde animal en croyant que c'est le paradis perdu ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Mais c'est vrai que leur accès aux cinq sens et le fait de percevoir et d'accepter les perceptions font qu'ils vivent pleinement l'événement qui est en train de se passer. Et du coup, après, ils sont porteurs de messages parce qu'ils ne sont pas passés à côté de l'événement qu'ils vivent. Voilà. Quelquefois, vous savez, on entend l'animal, il vit dans le présent, sous-entendu, il n'a pas de passé, il ne se souvient de rien et il n'est pas capable de se projeter. Non, ça c'est faux, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que bien sûr qu'il a un passé, bien sûr qu'il est aussi en capacité de se projeter, de dire ça, je comprends que là, on va me faire un truc que j'aime bien, je suis d'accord. Là, je comprends tout à fait qu'on va aller faire un truc que j'aime pas, je ne suis pas d'accord pour le faire. Vous comprenez? Vous voyez, il est tout à fait dans ces capacités-là. Ils ont du deuil pour les animaux qu'ils perdent, ils sont amoureux, ils aiment leurs petits, ou bien de temps en temps, ils en ont marre de leurs petits. Enfin voilà, il y a tout le contexte et la richesse. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'animal vit au présent? Ça veut dire qu'un événement qui se passe, ils le vivent pleinement. Ils ne sont pas comme là, vous voyez, ça pourrait arriver d'être à la conférence de communication animale et se dire « Ah bah tiens, j'ai mon estomac qui grouille, ce midi, je mangerai bien des pâtes. » Donc là, d'un seul coup, vous n'êtes plus là, quoi. Vous voyez? Bah ça, non. Et comme ils vivent l'événement présent pleinement, du coup, ils en ont, avec leurs cinq sens qui sont déjà plus développés, une réelle perception et du coup, ils s'en font une réelle image. Et c'est ça aussi qui fait la qualité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils ressentent en communication animale. C'est parce qu'ils sont dans leur présence. Ce n'est pas qu'ils vivent le présent. Ça, c'est hyper réducteur. C'est encore les prendre pour des cons. Non, ils sont dans la présence de ce qu'ils vivent. Ils sont ancrés dans ce qu'ils vivent. Vous voyez? Il y a quelques cas où ils peuvent être dans le mental ou des choses comme ça, mais allez, c'est vraiment quelques cas. Ils sont surtout présents et acteurs de l'événement qui est en train de se produire. Des questions ou des besoins? Par rapport au vétérinaire, vous intervenez, par exemple, oui. Pour dire l'animal, si le vétérinaire ne trouve pas la cause. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai 50% des demandes qui viennent de véto et d'ostéopathes. Oui. Et après, d'éducateurs, sur les dans ces 50%, il y a un petit peu d'éducateurs canins, il y a des masseurs équins, il y a des kinés, il y a des moniteurs d'équitation, des responsables d'écurie, des éleveurs. Vous voyez, ça, c'est 50% de mon travail vient de ces demandes-là, de ces demandes de professionnels, qui peut être un maréchal ferrant, hein, un podologue aussi, voilà, et 50% qui viennent de particuliers. Voilà. Et c'est donc ces demandes-là qui viennent des professionnels, c'est soit parce qu'ils pour les vétérinaires, parce qu'ils n'arrivent pas à poser un diagnostic, donc que l'animal puisse expliquer. Il va par exemple expliquer qu'il a fait une grosse chute étant petit et qu'il a grandi sur une chute, quoi. Voilà. Donc ça va aider à trouver, par exemple, les causes d'une boiterie, mais très très ancienne, parce que ça lui est arrivé quand il était chiot. Voilà, donc ça va aider à trouver, à mieux savoir où on doit regarder et du coup les autres dysfonctionnements que le corps a pris pour s'adapter. Vous voyez, là je vous donne un cas qui peut être vétérinaire et ostéopathe. Et puis aussi quelquefois parce que le diagnostic est posé, la maladie est trouvée, mais on donne les médicaments et ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ou l'animal ne veut plus prendre ses médicaments, ou ne veut pas les prendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc pour comprendre où est-ce que lui, il en est aussi dans l'acceptation de se soigner et pourquoi ce médicament-là, il ne le veut pas.
Et ils expliquent souvent hein, que ce médicament-là, par exemple, ils ont la tête qui tourne, des maux de tête, et ils ne veulent plus le prendre. Ils aiment encore mieux être malades que de prendre ça. Donc, ça va permettre aux vétérinaires d'adapter. Voilà, quand l'animal va dire ah ben, j'ai mal là, je ne suis vraiment pas bien. Ah oui, d'accord. Et les vétérinaires vont adapter leur prescription. On n'est jamais là pour dire d'arrêter des médicaments. Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, on renvoie énormément sur les vétérinaires pour qu'il y ait plus de, comment je dirais, de prise en charge et que ces prises en charge, elles puissent se faire dans le bien-être de l'animal. Voilà. Puis après, voilà, les vétérinaires écoutent aussi leur perception, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est important. Hein, et ils écoutent aussi le corps de l'animal et ce qu'il dit pendant la consultation. Ça, c'est voilà, important. Avec des chevaux, là, il y avait eu un film. Oui, voilà. Oui, voilà, mais il y a une partie où il y a ça, effectivement. Il y a une partie où il y a ça, mais c'est aussi, on n'est pas que murmurer, quoi. C'est surtout qu'on les écoute, quoi. Avant de murmurer, on va d'abord les écouter. Et je pense que ce film-là montrait aussi hein, le temps où on se pose avec l'animal et donc notre capacité à entendre, à écouter, à recevoir et puis ensuite à accompagner, parce que là, on est dans l'accompagnement de l'animal. Hein, pour dire qu'il retrouve son chemin de vie et qu'il vive bien cette vie-là qu'il a à vivre, quelle que soit, moi, je dirais, la santé physique, émotionnelle ou mentale, comment on fait pour qu'il soit bien dans ce qu'il est en train de vivre. Oui. C'est formidable de les accompagner sur ce chemin-là, hein, bien sûr. Des questions, des demandes? C'est bon? Bon, ben voilà. Ben écoutez, on a presque fait 50 minutes de conférence, hein. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Non, c'est intéressant. Ouais. Vous avez fait la semaine dernière. Oui, oui, mais après. Grâce à sa chaîne. Oui. Là, j'ai essayé de cumuler quand même pas mal comment je dirais, de conférences et tout ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai été interdit de faire des choses jusqu'en mars 2022 avec le Covid. Voilà, donc si vous voulez, là, les salons, ça permet aussi de reprendre contact avec les clients que je n'ai eu que par téléphone, quoi, ou en shiatsu. Enfin, voilà, on a quand même eu 2 ans où j'ai beaucoup travaillé, mais vraiment dans la distance, et là, aller reprendre contact aussi avec les clients qui viennent me dire les nouvelles de leur animal que je vais voir pour de vrai ou voir mes clients pour de vrai, voilà, parce que quand même une petite, comment je dirais, coupure relationnelle. Hein, voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Puis dans les conférences, allez, c'est pas le même questionnement que quand on est au bout du fil. Voilà, ça permet d'être en contact différemment. Voilà. Vous êtes de la région? HDF et Belgique, oui. Donc je tourne surtout voilà, là je tourne en ce moment, enfin voilà, c'est les salons qui veulent ça plutôt sur la côte. Et puis après, je travaille beaucoup avec Tom Co Dunkerque, Tom Co Calais et Tom Co Boulogne, où j'ai des tournées chez eux et ça me permet de faire tous les chevaux et les bovins, voilà, les herbivores sur le côté. Mais après, je suis en tournée sur Douai, sur toute la région lilloise, Esbrook, l'Avesnois aussi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment Valenciennois. Les tournées, elles s'organisent aussi. C'est vous qui vous déplacez? Ça dépend. Pour les herbivores, oui. Pour les herbivores, oui, on va pas déplacer les herbivores. Non, bien sûr, mais sinon, vous avez Non, c'est par téléphone. Par téléphone? C'est par téléphone. Oui, ben, c'est sur photo. Donc, c'est par téléphone. Pour les communications animales, même pour les chevaux, hein, de toute façon, on ne va pas se déplacer pour une communication animale. Hein. Pour shiatsu, reboutage, évidemment, je me déplace. Mais pour les communications animales, il n'y a pas de raison de se déplacer, quoi. Vraiment aucune raison. Voilà. À part augmenter les coûts, les transports, le fait que quand on conduit, on perd aussi un client. Enfin, après, ça peut commencer à devenir vraiment exponentiel. Hein. Si on compte tout, là une communication animale à domicile, ça peut être cher, quoi, parce que voilà, le diesel, mais le temps perdu à conduire aussi. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas, l'air de rien. Donc là, le coût peut devenir élevé. Hein. Et vous faites ça dessus?
Oula, Ça démarrait tôt chez oui, 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 très tôt. Après, vous dire que je pouvais mettre le terme communication animale dessus, c'est pas vrai. Parce que le terme communication animale, il est plus utilisé maintenant depuis 5 à 10 ans, on peut dire ça comme ça. Et avant, je ne mettais pas le terme communication animale. Tout simplement parce que si je mettais ce terme-là, allez, je ne travaillais plus. Je travaillais plus. J'étais obligée d'expliquer à chaque personne ce que c'était. Je ne travaillais plus. Donc, je disais que j'avais des flashs. Dans les campagnes, on m'appelait la voyante pour chien. Ça m'allait très bien. Je n'ai pas de souci avec ça. Les chasseurs m'appellent encore comme ça. Voilà, les vieux coulonnais aussi. On vous appelle, c'est vous la voyante pour pigeon? Ouais, c'est moi la voyante pour pigeon. Ok, voilà, ça me va très bien, quoi. Ça me va très bien parce que c'est, si vous voulez, dans cette imagerie populaire, on dit exactement, paradoxalement, on dit exactement ce que c'est. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de voyante, ça veut vraiment dire qu'on est en voyance avec l'animal, voilà, et qu'on n'est pas en train de dire je veux faire passer tel message. Vous voyez, je trouve qu'on reste vraiment dans le thème quand on dit ça, parce qu'il y a vraiment le fait d'être en connexion avec l'animal et de faire une voyance, de voir quelque chose avec cet animal. Et je trouve que ça reflète bien aussi un aspect d'écoute du métier. Et puis l'animal qui peut se projeter aussi, hein, la voyance, c'est ça, hein, c'est comment l'animal se projette aussi, parce qu'effectivement, il se projette. Voilà. C'est bon? Bon, ben voilà. Intéressant. Eh ben, c'est avec plaisir. Bon, merci. Eh ben voilà. Donc, un joli salon, et puis mon stand est en face de la buvette. Donc, vous ne pouvez pas le rater. Ah oui, Voilà. Voilà. c'est stratégique. En fait. C'est stratégique, oui. Ils m'ont mis au bout du tapis jaune. Donc, voilà, c'est super. Voilà. Belle vie à vous. Bon, merci. Merci. Bonne continuation. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.